Dimanche 16 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, une partie de la route nationale 13 reliant Tolaniar et Mbouvoumbe est désormais revêtue de bitume. Les travaux s'accélèrent conformément aux directives du ministre des Travaux publics qui s'est rendu sur place pour constater l'avancement du chantier. L'État se prépare également à poursuivre les travaux sur les autres tronçons. Un reportage de Judicaël Rangeneri. Auparavant, emprunter la RN13 n'avait rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. La route n'était que boue et nid de poule. Mais aujourd'hui, le revêtement en bitume change totalement la donne. Les transporteurs qui utilisent cette route quotidiennement n'en reviennent pas du changement réalisé en si peu de temps. Selon eux, la route est en excellent état et leur quotidien s'en trouve grandement facilité. Les travaux de réhabilitation de la RN13 respectent les normes internationales en matière de construction routière. Actuellement, 70% des travaux sur le tronçon Tolaniar-Mbouvoumbe sont déjà réalisés. Ce projet devra impérativement se poursuivre sur les autres sections, comme l'a souligné le ministre des Travaux publics, Rafidson Richard Théodore. Avec l'achèvement de cette portion, les bénéfices sont déjà visibles pour les régions d'Anos et d'Andjouy qu'elle relie. Cette infrastructure constitue un levier majeur pour le développement du Sud. Les travaux avancent et l'espoir renaît parmi les habitants. Voir la RN13 entièrement goudronnée n'est plus qu'un simple rêve. Lors de sa visite, le ministre a également donné des instructions pour accélérer l'exécution du projet. Et dans les actualités sociales, 1 millier de mères de famille et de femmes âgées ont reçu une aide émanant du gouvernement par l'intermédiaire du secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire. La distribution a été effectuée dans la commune d'Anouzat-Andjefen. Cette action s'inscrit non seulement dans le cadre de la célébration du mois de la femme en ce mois de mars, mais aussi pour l'accompagnement des familles vulnérables qui constituent aujourd'hui une priorité pour l'État. Les détails avec Andoniana Martina, Saï Sylvain et Sej Andjanab. Elles sont au nombre de 1000. Ces mères de famille et femmes âgées issues de tous les Fouktans de la commune d'Anouzat-Andjefen, sélectionnées pour bénéficier de cette aide. En plus d'un soutien alimentaire, elles ont reçu des produits de première nécessité. Une initiative qui témoigne du soutien du bienfaiteur auprès de la population locale, a souligné le maire. Une action sociale qui met en avant la dimension humaine et qui profite particulièrement aux femmes. Le mois de mars étant dédié aux droits des femmes, cette initiative sociale s'inscrit dans les actions menées pour promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, a expliqué le secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire qui a supervisé la distribution sur place. Selon elle, de telles initiatives répondent aux engagements du gouvernement en matière de développement humain, l'un des piliers fondamentaux de sa politique générale. Cette action sociale a été réalisée grâce à la collaboration entre le secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire, la commune d'Anouzat-Andjefen, les partenaires engagés dans le domaine social et une entreprise privée. Et puis, un pôle de développement pour l'aquaculture sera mis en place dans la commune d'Amberumang, située dans le district de Souavenandjin. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, en déplacement sur place vendredi dernier, a annoncé que des formations seront dispensées aux habitants pour leur permettre de maîtriser cette activité. L'élevage de poissons représente un levier stratégique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, a-t-il précisé lors de son échange avec les habitants de cette commune. Radraman Zatouf pour plus de détails. Dotée d'une grande richesse, notamment dans le domaine aquatique, la commune d'Amberumang dispose d'un environnement propice au développement de l'aquaculture. Cette activité pourrait ainsi constituer une nouvelle source de revenus pour les habitants. Vendredi dernier, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Mahatin Tepobert, s'est rendu sur place pour évaluer l'installation du pôle aquacole. Il a souligné que l'élevage de poissons pourrait être complémentaire à l'agriculture et qu'il représente une solution clé pour renforcer la sécurité alimentaire.
Le directeur général de l'INDDL a également accompagné le ministre lors de cette visite. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement se rend dans la commune d'Ambermang. Cet événement a été accueilli avec enthousiasme par la population locale qui voit dans ce projet une opportunité pour dynamiser l'économie locale. Et le mois de mars est une période particulièrement difficile pour les paysans du district d'Ambatbouene, à tel point qu'ils le surnomment Ingabe Mart, en raison des défis économiques qu'il entraîne. Le manque d'emploi et la baisse des revenus rendent l'accès à la nourriture difficile pour de nombreuses familles. Pour faire face à cette situation, l'État a envoyé 30 tonnes de riz à prix réduit, dont la distribution a commencé vendredi dernier. Les 30 tonnes de riz subventionnés envoyées par l'État via le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation sont arrivées hier à Ambatbouene. Selon les explications du député Edwin Rajanariv, ce stock sera réparti progressivement en commençant par les communes dans l'est du district. Par ailleurs, en réponse à une demande formulée par les autorités locales il y a 2 semaines, le député et son épouse ont distribué du riz aux familles les plus démunies du chef-lieu d'Ambatbouene. Le mois de mars est toujours une période critique où les sources de revenus sont rares. Il est de notre devoir d'apporter un soutien aux populations vulnérables en accord avec la vision du président Anjrazouel, précise le député. Face aux difficultés rencontrées par les habitants, les bénéficiaires de cette aide alimentaire ont exprimé leur gratitude envers les acteurs impliqués. En plus de l'aide alimentaire, le ministère de la Population a également distribué des kits destinés aux personnes âgées et aux femmes dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre les violences. Cette action s'inscrit ainsi dans un effort plus large visant à améliorer les conditions de vie des habitants d'Ambatbouene, particulièrement en cette période de soudure où la solidarité est plus que jamais nécessaire. Dans un tout autre sujet, le nouveau président du tribunal de première instance d'Antirabé, Razaf Marola André, place au cœur de son mandat les luttes contre la corruption, les violences basées sur le genre et le trafic illicite des ressources nationales. Il entend également poursuivre les efforts visant à accélérer le traitement des affaires judiciaires dans la région. Il appelle l'ensemble des acteurs judiciaires à travailler avec intégrité et à bannir toute forme de corruption. Par ailleurs, Rakoutenirina Miarzou a été installée à la tête du tribunal de commerce d'Antirabé. La mise en place de cette juridiction facilitera les affaires commerciales et améliorera l'environnement économique local. Les détails. La cérémonie solennelle d'installation du président du tribunal de première instance d'Antirabé, Razaf Marola André, s'est tenue ce jeudi. Il a affirmé sa détermination à améliorer le fonctionnement du tribunal sous sa responsabilité en mettant l'accent sur la lutte contre la corruption, contre les violences basées sur le genre, surtout le cas de viol, et le trafic illégal des ressources naturelles. L'accélération du traitement des affaires judiciaires reste également une priorité pour lui. En plus de ces engagements, les efforts pour la distribution des jugements supplétifs d'actes de naissance et la promotion de la justice de proximité se poursuivront. D'autre part, Rakoutenirina Miarzou a été officiellement installée en tant que présidente du tribunal de commerce d'Antirabé. Cette instance vise à simplifier les démarches commerciales et à renforcer la sécurité juridique des acteurs économiques à travers l'application stricte des lois. À l'issue de la cérémonie, le ministre Rakoutoumandi Benjamin Alexis a inauguré le guichet unique de greffe, un dispositif destiné à améliorer le service judiciaire et à faciliter les démarches administratives des justiciables. Selon un technicien du ministère de l'Environnement, 60% des jeunes plants reboisés ont des chances de survivre si les normes en matière de plantation sont respectées. C'est pourquoi des directives spécifiques ont été données aux membres du parti Avan qui ont planté 300 arbres dont des eucalyptus robusta, acacia et frênes dans le Fouktan d'Al-Arabi, commune de Mananzar, district de Mainz. Reportage de CNRA Irlande. La plantation d'arbres doit suivre des normes techniques strictes pour garantir son efficacité,
ont rappelé les techniciens hier à Larbi. Plus de 60 personnes ont participé à ce reboisement au cours duquel elles ont été formées aux bonnes pratiques de plantation. Le parti Avan encourage ainsi les citoyens à s'engager dans le reboisement et appelle au renforcement des efforts du président Ajrazouel et de son épouse en faveur du développement de Madagascar. Si les normes établies sont respectées, jusqu'à 60% des arbres plantés pourront survivre. Cette initiative a été bien accueillie par les habitants et les autorités locales qui reconnaissent l'importance des arbres pour l'environnement. Le vice-président du parti Avan a souligné que cette action marque le début de leur engagement pour restaurer la couverture forestière de Madagascar. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir toutes les initiatives du couple présidentiel en faveur du développement du pays. À noter que les Eucalyptus robusta, Acacia et frêne sont des arbres faciles à planter, à croissance rapide et particulièrement efficaces pour protéger le sol. Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement s'est fixé pour objectif d'augmenter de 10% par an le nombre d'enfants bénéficiant de repas scolaires dans les écoles publiques dans tout le pays. L'objectif principal est de réduire l'abandon scolaire, souvent lié à la faim, selon les études menées. Antoniana Martina, c'est Sylvain, c'est Indianap. En plus de lutter contre la déscolarisation, l'accès à une alimentation scolaire contribue également à améliorer l'attention et la motivation des élèves en classe. En 2023, plus de 1 260 000 enfants ont bénéficié de ce programme dans les écoles publiques de Madagascar. Conscients de leurs devoirs envers leur pays d'origine, des membres de la diaspora malgache installés à La Réunion, regroupés au sein de l'association Dag Forever, ont décidé d'apporter leur contribution. Ils ont ainsi organisé une distribution de repas à l'école primaire publique de Maïn-Sifiraisan, située dans la commune d'Amboutchoumanzak. Nous sommes très heureux, nous, association venant de La Réunion, partager la joie avec les élèves de l'école publique à Amboutchoumanzak. Et nous sommes très honorés de faire un petit don au nom de Dag Forever. Outre l'alimentation scolaire, l'association met un point d'honneur à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Cela passe notamment par la distribution de livres et de matériel pédagogique, mais aussi par un soutien spécifique aux élèves en situation de handicap à travers l'octroi d'équipements adaptés. Des actions qui, selon l'association, continueront dans les mois à venir. Dans la page culturelle, un événement culturel haut en couleur a marqué la célébration du Holi à l'ambassade de l'Inde à Madagascar. Fête emblématique en Inde, le Holi symbolise l'espoir et l'unité tout en présentant des similitudes avec certaines traditions malagasy. Cet événement renforce également les liens d'amitié et de coopération entre l'Inde et Madagascar. Antoniana Martina, Yves Janel. C'est à travers des spectacles mettant en valeur la culture indienne et son lien avec Madagascar que l'ambassade de l'Inde a célébré le Holi cette année. Cette fête, également appelée Festival des couleurs, incarne la joie, l'amitié et la solidarité. Le Holi est souvent associé au printemps, période de renouveau et de prospérité. C'est un moment où amis et familles se rassemblent pour partager des instants de bonheur et de complicité. Selon l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, cette célébration, organisée depuis plusieurs années dans le pays, contribue au renforcement des relations entre les deux nations. Le Holi est une fête de partage et de fraternité. Les poudres colorées utilisées sont fabriquées à partir de plantes naturelles et elles symbolisent l'harmonie entre les peuples. Cette fête est également une occasion de réconciliation et de renforcement des liens familiaux et amicaux. En tant que pays ami de Madagascar, l'Inde est heureux de partager cette tradition avec Madagascar, selon son ambassadeur Bandarou Wilson Babou. L'Inde et Madagascar entretiennent une relation historique fondée sur une coopération politique, économique, sociale et culturelle.
Comme l'a rappelé le vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Rajamananour, ce type d'échange renforce le dialogue et la solidarité entre les deux pays. Et météo, le cyclone Jude n'aura plus d'impact sur les conditions météorologiques à Madagascar. Le mauvais temps commencera à se dissiper progressivement à partir de demain, selon les prévisions du service météorologique. Par ailleurs, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a rapporté que 14 402 personnes ont été sinistrées. Les détails. À 3 heures ce matin, le centre du cyclone Jude se situait à environ 550 km à l'est-sud-est de Totolanyar. Il était accompagné de vents soufflant à 100 km/h avec des rafales atteignant 140 km/h près de son centre. Se déplaçant rapidement vers l'est-sud-est à une vitesse de 50 km/h, il s'éloigne progressivement de nos côtes. Selon le service météorologique, Jude ne devrait plus avoir d'impact direct sur le temps à Madagascar et commencera à s'affaiblir progressivement dès demain. Par conséquent, toutes les alertes cycloniques ont été levées. Par ailleurs, 14 402 personnes ont été sinistrées suite au passage de ce cyclone dans 4 régions, à Nossi, à Timondjefan, à Timotsnanan et à Ndjoui. Cela représente 4 375 foyers affectés. On recense également 1172 habitations inondées, 1640 partiellement endommagées et 962 totalement détruites. Un blessé a été signalé, mais aucune perte humaine n'a été enregistrée selon le rapport du BNGRC publié à 9h30 ce matin. Dans les actualités internationales, l'armée russe regagne du terrain sur ses propres terres dans la région de Koursk en Russie, occupée par les Ukrainiens depuis l'été dernier. Hier, le Kremlin a annoncé avoir repris le contrôle des 2 villages au nord et à l'ouest de la ville de Soudja, une autre localité de la région reconquise par Moscou. France 24. Sur ces images de l'armée russe, une percée au compte-gouttes sur son propre terrain. Après Soudja, Moscou annonce ce samedi avoir repris le contrôle des villages de Zaolechenka et Rubenchina, situés dans la région de Koursk en Russie, occupés depuis l'été dernier par les Ukrainiens. Une intensification des opérations qui a repris après la suspension de l'aide militaire américaine et notamment du partage de renseignements. Sur le territoire ukrainien, l'armée russe intensifie aussi ses frappes, comme ici à Kherson, où le quartier a été bombardé avec des tirs d'obus. C'était horrible. En un mot, c'était horrible. Je ne peux rien dire d'autre. Ou encore cette frappe de drone à Tcherniv, au nord de la capitale ukrainienne. Il y a eu une grosse explosion. J'ai couru jusqu'à mon fils qui dormait dans cette pièce. Il s'est enfui et Dieu merci, il n'a pas été blessé. Alors qu'un sommet virtuel a lieu en ce moment même à Londres, Vladimir Poutine a lui prévenu que la trêve dépendra du succès de son armée sur le front de Koursk. Hier, le chef du Kremlin a aussi appelé les soldats ukrainiens à déposer les armes. 9 Palestiniens, dont 2 journalistes, ont perdu la vie lors de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Ces attaques risquent de compromettre encore la fragile trêve en place. Le Hamas a dénoncé une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu qui était entré en vigueur le 19 janvier, après 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023. France 24. La détresse des proches des victimes quelques minutes après que 2 bombes israéliennes se sont abattues sur Beth Laïa. C'est notamment un groupe de journalistes qui aurait été touché dans cette ville du nord de la bande de Gaza alors qu'ils utilisaient un drone pour filmer des célébrations du Ramadan. Des membres d'associations humanitaires comptent également parmi les victimes. Depuis 4 jours, nous installons des tentes pour les personnes déplacées. Aujourd'hui, des tentes ont été livrées aux personnes déplacées. Ils filmaient lorsqu'un missile a été tiré. L'armée israélienne, elle, évoque des terroristes pour justifier cette nouvelle tuerie qui aurait fait au moins 9 morts selon la défense civile gazaoui. C'est le bilan le plus lourd depuis le début du cessez-le-feu démarré le 11 janvier dernier.
et qui n'a pas empêché des bombardements sporadiques sur l'enclave palestinienne. Et depuis le début du mois de mars, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire, replongeant la population dans une situation catastrophique. Dans quelques jours, nous serons confrontés à une crise humanitaire de plus en plus grave. Les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades, souffriront le plus, privés de produits de première nécessité. Une famine sévère est imminente. Avec ce nouveau blocus humanitaire, Israël espère faire pression sur le Hamas alors que des discussions ont repris mardi au Qatar sur une éventuelle poursuite de la trêve. Le mouvement islamiste a proposé vendredi de libérer l'otage israélo-américain Edan Alexander et de rendre les corps de 4 autres otages en échange de prisonniers. Le cabinet israélien a confirmé samedi poursuivre les négociations indirectes avec le Hamas, mais sur la base de la proposition américaine. Cette dernière prévoit la libération de 11 otages vivants et le retour de la moitié des otages morts. Pour terminer, au moins 51 morts et plus de 100 blessés dans l'incendie d'une boîte de nuit en Macédoine du Nord. France 24. Alors, cet incendie s'est déclenché ce matin vers 3 h, donc pendant un concert auquel assistaient environ 1500 personnes. Pour l'origine, il semblerait que les effets pyrotechniques utilisés dans le spectacle auraient provoqué des étincelles qui auraient enflammé le plafond qui était apparemment construit dans un matériau très inflammable. Alors, il y a une autre hypothèse qui évoque une défaillance électrique. Et puis aussi, il faut dire que le bâtiment était un ancien entrepôt réaménagé avec une autorisation temporaire d'exploitation, autorisation valable seulement jusqu'à la fin de ce mois. Et puis enfin, les secours ont été insuffisants. Il faut quand même bien comprendre que la ville de Koçani est une petite ville de 24 000 habitants située à 100 km à l'est de la capitale Skopje où il y a un manque d'infrastructures et par exemple, faute d'ambulance, les habitants ont transporté les blessés dans leur voiture personnelle dans des hôpitaux dispersés dans la région puisque l'hôpital local a été très rapidement saturé. Alors donc, bien entendu, l'enquête devra déterminer toute cette chaîne de problèmes qui a causé ce terrible bilan. Les 2 organisateurs du concert ont notamment été arrêtés par la police et ils sont actuellement interrogés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film Kali. Au revoir et bon dimanche à tous.